Donc je commence avec ce deuxième cours, j'entame avec ce deuxième cours ce travail sur le pouvoir exécutif, en rappelant donc en introduction que le champ de la théorie politique de la démocratie, c'est de fait presque toujours organisé et limité autour de trois pôles. L'analyse des régimes en premier lieu, c'est-à-dire l'analyse des institutions et des procédures. En second lieu, la situation des droits et celle de l'activité citoyenne. Et en troisième lieu, les modes de composition et d'institution du social, avec tous les conflits et les compromis autour de ces modes de composition du commun et des formes de l'égalité. Mais l'expérience politique quotidienne des citoyens, avant même de procéder à une analyse approfondie, est celle de la confrontation directe à un gouvernement et à ses décisions. Alors qu'il n'y a pas de théorie démocratique de ses méthodes, de son activité, de ses actions, de ses décisions et du mode de constitution de ses projets. Le gouvernement n'est pas pensé dans sa fonctionnalité et dans son déploiement dans le temps. Les analyses se limitent en fait à évaluer ses actions et ses résultats, indices de satisfaction, désenchantement, confiance ou défiance. C'est une résultante qui est prise en compte, mais sans que soit jamais précisé ni construit intellectuellement ce qu'est un bon gouvernement, ce qui devrait qualifier sa qualité démocratique. Il n'est considéré que comme la figure emblématique d'une extériorité politique. Et il n'est sinon considéré que sous le mode de ces conditions d'autorisation et de légitimation. Il y a une théorie de l'autorisation, une théorie, on pourrait dire, de la dévolution du permis de gouverner. Mais il n'y a pas de théorie de l'exercice du gouvernement. Et l'idéal démocratique n'a jamais été pensé à partir d'une réflexion sur les formes souhaitables du lien entre gouverné et gouvernant, ce qui est différent, je le précise tout de suite, d'une réflexion sur la démocratie participative. Il y a là un impensé, un angle mort de la pensée politique, d'autant plus problématique que l'exécutif n'a cessé de monter en puissance et qu'il est bien désormais le pouvoir, ayant de fait absorbé toute une partie du pouvoir législatif. Il faut donc démonter la boîte noire qui le constitue. N'a cessé de témoigner de cet impensé qui vient de loin le terme même de gouvernement. Le gouvernement, depuis le XVIIIe siècle, n'a cessé de désigner prioritairement les formes existantes générales du pouvoir politique, renvoyant en fait à la notion de régime. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert notait ainsi « gouvernement, manière dont la souveraineté s'exerce dans un État », c'est-à-dire qualifier un régime. Et pendant la Révolution française, la notion centrale de gouvernement représentatif ne renverra nullement à un mode particulier d'exercice du pouvoir exécutif, mais désignera un mode de désignation et de production des lois. En France toujours, cette expression de gouvernement représentatif sera mise en parallèle avec celle de république, de monarchie ou de démocratie au XIXe siècle, désignant soit une alternative, soit une modalité de ces types de régimes. Et quand Tocqueville parlera un peu plus tard du gouvernement de la démocratie en Amérique, il ne parlera pas du pouvoir exécutif. Gouvernement représentatif, gouvernement parlementaire, c'est toujours avec la béquille d'un adjectif que le gouvernement a été appréhendé comme forme politique générale.
Position sémantique qui se retrouve dans le fait que la littérature consacrée au pouvoir exécutif proprement dit est très mince au regard de ce qu'il représente dans les faits. Si vous regardez la littérature consacrée au pouvoir législatif, à l'action parlementaire, vous aurez des bibliothèques entières qu'il est facile de constituer. Sur le pouvoir législatif, c'est beaucoup plus mince. Position qui contraste aussi avec la situation médiévale, je reviendrai plus tard. C'est en effet alors le gouvernement, au sens étroit du terme et strict, qui faisait l'objet de toutes les attentions. Ceux qui le souhaitent, pour mesurer cette distance entre la vision 18e, 19e du terme de gouvernement et celle médiévale, peuvent se rapporter par exemple aux récents commentaires que Patrick Boucheron a donné des célèbres fresques de Lorenzetti au Palais public de Sienne dans son bel ouvrage Conjurer la peur, Sienne, 1338. Le cours de cette année va donc commencer l'exploration de cette terra incognita de la théorie démocratique en partant de l'analyse des termes du déni du pouvoir exécutif. Car le pouvoir exécutif n'a pas simplement été négligé, minimisé, secondarisé, il a fait l'objet d'un véritable déni dont, dès la semaine prochaine, j'analyserai les conditions. C'est bien en effet en termes de déni volontaire et non pas de simple négligence qu'il faut appréhender la question. Et j'analyserai les racines de ce déni qui ont été liées à la recherche des conditions de mise en œuvre d'un pouvoir impersonnel contrastant avec l'âge absolutiste. Cette quête d'un pouvoir impersonnel a en effet été le cœur de la recherche démocratique, alors que le pouvoir exécutif semblait voué par nature à être au contraire un pouvoir personnel. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les théoriciens de la Constitution française insistaient, en polémiquant avec Thomas Paine d'ailleurs, sur le fait que le gouvernement représentatif devait être lié pour eux à la forme monarchique, car la forme monarchique est celle qui incarne justement le fait de l'unicité de l'exécutif. Cette volonté d'un pouvoir impersonnel, c'est ce à quoi correspondait à la fois l'idée de volonté générale et celle de marché au XVIIIe siècle. La volonté générale, c'est justement ce qui considère une volonté de corps radicalement dépersonnalisée et le marché, de la même façon, sous les espèces de la main invisible, est une forme de pouvoir impersonnel. On a expliqué ainsi que le marché fonctionnait en l'absence de toute direction centrale et sans qu'il soit nécessaire que les gens se parlent ou qu'ils communiquent entre eux, et que l'ordre économique est la conséquence non intentionnelle des actions d'un grand nombre de personnes. Le marché, j'ai analysé ça dans un de mes premiers ouvrages, du capitalisme utopique, par essence dépersonnalise le lien social. Il s'oppose à la notion de contrat. Et de même que la volonté générale est la forme impersonnelle du tout social. Le marché est la figure du pouvoir impersonnel et la volonté générale est la forme impersonnelle du tout social. Lié à l'idée d'un pouvoir personnalisé, l'exécutif sera de la sorte nié ou tout au moins fortement secondarisé dans la pensée démocratique, le pouvoir législatif étant à l'inverse sacralisé, nous le verrons. Et nous verrons dès la semaine prochaine, en conséquence, comment les visions du progrès démocratique se sont focalisées autour de la notion de peuple législateur. Notion de peuple législateur dans trois directions. Cela peut être, pour certains, celle de la législation directe. J'insiste sur le fait que la notion de gouvernement direct est presque introuvable au XIXe siècle, alors que triomphe, pendant la Révolution française aussi, celle de législation directe. J'insisterai sur cette distinction fondamentale. En second lieu, par la recherche des conditions de minimisation de la distance représentative. Et c'est l'encadrement de la délégation qui sera dans ce cas perçu comme la solution.
Durée et cumul des mandats, organisation de primaires, procédure de révocation, le recall américain par exemple. Et en troisième lieu, tentative d'optimiser la qualité figurative du représentant à travers la recherche d'une sociologisation de la représentation, telle qu'on pensait la poursuivre au XIXe siècle à travers l'idée de député ouvrier, telle qu'elle était exposée dans le Manifeste des 60, ou même les premières perspectives de la représentation proportionnelle qui était plus sociologique que partisane. Donc c'est autour de ces trois idées que le progrès démocratique a été conçu, et non pas du tout à partir d'une vision démocratique de l'exécutif. Ce déni secondarisation de l'exécutif, qui est compréhensible pour des raisons que j'analyserai, est pourtant problématique. Le pouvoir exécutif, outre le renforcement historique progressif ultérieur de sa nécessité, dont nous détaillerons les conditions dans ce cours, apparaît en effet structurellement incontournable pour trois raisons majeures. Ce caractère incontournable du pouvoir exécutif tient à trois éléments. Le premier est qu'il y a une incomplétude structurelle de la volonté générale face à la demande moderne de volonté. Le second, c'est qu'il y a un ensemble d'asymétries du pouvoir en démocratie qui rendent incontournable l'existence d'un pouvoir exécutif ayant son autonomie. Et en troisième lieu, c'est un régime de temporalité de l'action spécifique qui produit l'exécutif comme une activité pratique, avant qu'il soit considéré dans son statut ou dans sa fonction. Le pouvoir exécutif est une activité. Commençons par dire quelques mots sur l'incomplétude de la volonté générale. La modernité politique, elle est tout entière structurée par l'idée de volonté. C'est sur ce point même que la rupture avec le monde des anciens est le plus manifeste. Pour les Grecs, le bon régime politique était celui qui était conforme à la nature et à la raison. Et ce qui constituait ainsi, pour Aristote, la cité, c'était sa constitution, sa politeia, qui était dérivée d'une certaine interprétation de ce qu'était un ordre juste, et c'était les différents biens moraux que l'homme pouvait désirer, qui la constituait aussi. Mais il n'y avait pas de place chez Aristote pour l'idée d'une politique fondée sur la volonté des individus. Dans le monde chrétien médiéval, si l'accent est mis sur le rôle que jouent les vertus du prince dans la bonne gestion de la nécessité, le monde est en même temps perçu comme étant soumis à l'empire de cette nécessité. Et l'idée de volonté au sens fort du terme est alors un apanage du seul monde divin. Bacon et Machiavel ont marqué avec éclat l'entrée dans la modernité en rompant avec ces visions. Dans la Nouvelle Atlantide, qui est publiée en 1627, Bacon a formulé en des termes inédits les finalités de l'action humaine. Notre fondation, écrivait-il dans ce livre-programme, a pour fin de connaître les causes et le mouvement secret des choses et de reculer les bornes de l'empire humain en vue de réaliser toutes les choses possibles. Réaliser tous les possibles, voilà le nouvel horizon qu'il dégageait. Et son utopie notait ainsi à titre d'exemple tout un ensemble de possibles qui pouvaient s'ouvrir à l'action humaine. Il parlait de prolonger la vie, de retarder le vieillissement, de guérir des maladies réputées incurables, de transformer le tempérament, l'embonpoint et la maigreur, de transformer la stature, de transformer les traits, d'augmenter, d'élever le cérébral. Il y avait là tout un programme de type hygiéniste et même eugéniste. Il allait même jusqu'à dire qu'il fallait envisager la possibilité de métamorphoser un corps dans un autre, de fabriquer de nouvelles espèces, de transplanter une espèce dans une autre, de transformer radicalement la matière, les conditions du solide, les conditions du mou, de transformer les substances acides et aqueuses en substances grasses et onctueuses,
de produire des aliments nouveaux à partir de substances qui ne sont pas actuellement utilisées. Et il promettait en effet, enfin, d'envisager de plus grands plaisirs pour tous les sens. Dans cette vision de Bacon de la Nouvelle Atlantide, il y avait donc une idée tout à fait neuve. C'est de penser qu'il y avait une extension du champ des possibles et que les idées de progrès et de transformation du monde étaient à partir de là considérées comme structurant de l'histoire humaine. Et on peut dire que de Bacon à Marx, Marx qui notait dans ses fameuses thèses sur Feuerbach, les philosophes n'ont fait qu'interpréter diversement le monde, ce qui importe c'est de le transformer, on peut dire que c'est un même fil qui s'est déployé. Cette foi dans le progrès et dans la capacité de la volonté humaine à transformer le monde a été indissociable d'une nouvelle considération du rôle de l'imagination. Pour Pascal, l'imagination était encore, comme chez les classiques, la folle du logis, productrice d'illusions et de chimères. Avec les Lumières, elle va devenir au contraire valorisée. C'est l'imagination qui étend pour nous la mesure du possible. C'est ce qu'écrit de façon emblématique Rousseau dans l'Émile, disant encore que celui qui n'imagine rien est seul au milieu du genre humain. L'imagination est donc la faculté essentielle organisatrice de la sociabilité et organisatrice du champ de l'action. L'imagination comme organisatrice de la sociabilité, ce sera un thème qui sera grandement développé par tous les libéraux écossais et notamment par Adam Smith. Le travail sur Adam Smith sur l'imagination est à cet égard fondamental. Et Helvétius, dans son ouvrage de l'Esprit, pourra résumer le nouveau programme ouvert à l'humanité avec ce rôle nouveau donné à l'imagination et à l'extension des possibles. Helvétius écrit « On peut prédire que dans l'avenir, tout l'imaginable existera ». Dire que tout l'imaginable existera, c'était bien donc définir un nouveau programme à l'action humaine. Et en termes proprement politiques, là, c'est Machiavel qui a le premier défini la politique comme un art de la volonté, faisant d'ailleurs écho aux mémoires de Comines qui étaient publiées deux décennies avant la parution du Prince. Le cœur du propos de Machiavel a été d'analyser les conditions dans lesquelles on pouvait, je le cite, forcer le destin et faire de sa volonté une force d'entreprise active et de résistance aussi. Machiavel opposait dans cette perspective la virtu, la capacité d'action, de changement de l'ordre établi et la fortuna qui incarnait le destin. Il notait dans Le Prince « Je sais bien qu'aucuns furent et sont en opinion que les affaires de ce monde soient en quelque sorte gouvernées de Dieu et de la fortune. » Il opposait à cette vision « J'estime qu'il peut être vrai que la fortune soit maîtresse de la moitié de nos œuvres, mais qu'elle nous laisse gouverner à peu près l'autre moitié. » Et c'était là pour lui le sens de la politique. Elle impliquait de comprendre la nécessité, mais de lui faire face. Il écrit ainsi dans le chapitre 25 du Prince « Ainsi en est-il de la fortune, laquelle démontre sa puissance aux endroits où il n'y a point de force dressée pour lui résister. Et c'est la politique qui était justement, à ses yeux, la force dressée pour résister au destin. » Cette capacité d'invention et de résistance relevait pour lui de ce qu'il qualifiait d'art de l'exécution. Et c'est donc de Machiavel que vient pour cela la notion moderne de pouvoir exécutif.
L'art de l'exécution n'est pas simplement un art passif de mise en œuvre de loi. L'art de l'exécution, c'est la capacité d'étendre le champ des possibles et de faire reculer la nécessité. Ce pouvoir exécutif trouvait ainsi pour lui son espace et ses raisons d'existence dans le fait qu'il ne suffit pas de définir des règles et des institutions pour peser sur le cours des choses, mais qu'il convient de déployer une action spécifique et appropriée à chaque problème. Le savoir d'exécution est ainsi, pour Machiavel, ce qui ouvre une marge de manœuvre, un champ d'action pour mettre sus à l'adversité. Reprenons là une formule fameuse de Comines. Il est donc, par excellence, le pouvoir exécutif, le moyen d'activation et de réalisation de la volonté. Cette reconnaissance de la puissance de la volonté a, dans le cas français, de façon éclatante, été en même temps acclimatée par la monarchie absolue, qui prétendait que la puissance des rois ne faisait que refléter celle de Dieu. Et cette réincorporation des visions gouvernant l'Ancien Monde dans l'imaginaire monarchique s'est superposée dans l'Hexagone avec l'exaltation moderne de la volonté pour faire de la célébration de la volonté générale le cœur de réinvention du monde humain et le moteur de l'idéal démocratique. En 1789, le pouvoir monarchique a été transféré au peuple en même temps que triomphait l'idéal d'autonomie des individus, libres désormais de construire leur vie. L'idée de volonté générale a été presque totalement investie dans l'entreprise de fondation des institutions nouvelles pendant la Révolution française. Pendant cette période, l'idée que la loi est l'expression de la volonté générale, formule fameuse de la période révolutionnaire, a trouvé son illustration la plus littérale. Et accompagnée par le projet d'une régénération de l'humanité, de telle sorte que celle-ci puisse être dorénavant accordée à ces institutions nouvelles. La volonté générale pouvait ainsi tout faire pour les révolutionnaires français, puisqu'elle n'était que la forme active de la puissance sociale. Le monde révolutionnaire est effectivement un monde peuplé de volonté, un monde qui ne laisse rien passer en dehors du contrôle des hommes. Mais en même temps, cette volonté, elle est toujours, en quelque sorte, une volonté diffusée dans le corps social. Elle est une volonté que l'on ne veut absolument pas personnaliser. Et cette vision de la volonté générale, de son abstraction, pourrait-on dire, rien n'en témoigne mieux que le fait remarquable de l'absence de monuments légués par la période révolutionnaire. Alors que les rois de guerre et les rois de gloire, pour reprendre l'expression d'un historien, ces rois de guerre et ces rois de gloire de l'Ancien Régime avaient au contraire voulu multiplier les illustrations matérielles de leur pouvoir, donner une image à leur volonté par les arts et l'architecture monumentale. Alors que c'est sur un mode beaucoup plus abstrait, plus social que matériel aussi, que s'est incarnée l'expression politique de la volonté après 1789. Et ce sont significativement les rassemblements festifs qui ont remplacé les monuments. Il ne pouvait significativement se concevoir, ces rassemblements festifs, que dans un lieu absolument plastique, que rien ne venait borner ni contraindre. Les fêtes nationales, disait-on,
ne peuvent avoir d'autre enceinte que la voûte du ciel, puisque le souverain, c'est-à-dire le peuple, ne peut jamais être renfermé dans un espace circonscrit et couvert. C'est pour cela que le Champ de Mars deviendra à Paris le lieu privilégié des célébrations nationales. Les cortèges révolutionnaires, a-t-on justement souligné, s'y rendaient volontiers, tandis qu'ils ignoraient le plus souvent les grandes places de la capitale, montrant ainsi qu'ils se souciaient moins d'un centre géographique que d'un centre métaphysique. Michelet ira même jusqu'à considérer qu'il était pour cette raison, ce Champ de Mars, le seul monument qu'avait laissé la Révolution. Et il commentera, mais ce monument, la Révolution, ne l'a conçu que comme un lieu vide. La Révolution a donc pour monument le vide, conclura-t-il, soulignant le contraste avec les multiples bâtiments légués par les régimes précédents pour marquer la capitale de leur empreinte. Vide architectural, mais législation monumentale. Telle a été l'œuvre de la volonté générale au soir de la Révolution. Le projet moderne d'un exercice souverain de la volonté humaine a ainsi été incarné par celui de volonté générale pendant la période révolutionnaire. Cette dernière a été absolutisée sous les espèces de la sage confection des lois d'un côté et d'autre part de la destruction des résistances et des complots qui en entravaient la marche. Mais cette incarnation a été loin d'épuiser le programme volontariste de la modernité. Elle a en effet d'abord tendu à l'abstractiser sous les espèces de la production législative ou à la radicaliser sur un mode négatif, aboutissant à lui donner le visage d'une terreur dévorante. C'est pour cela que la question de la volonté est restée ouverte. Elle a trouvé un premier champ complémentaire de réalisation dans l'ordre individuel, avec le possible développement d'expériences créatrices, qu'il s'agisse de celles de l'artiste ou de l'entrepreneur, même si ces figures étaient bien sûr minoritaires au temps de la Révolution. Champ en effet restreint à l'époque par le fait qu'un petit nombre d'individus pouvaient y prétendre, tant l'empire de la nécessité gouvernait alors durement le plus grand nombre d'existences pour lesquelles le possible était justement pratiquement réduit à néant. D'où la recherche permanente dans la période révolutionnaire d'une volonté de substitution, d'une volonté dans laquelle pouvaient se projeter les inaccomplissements individuels, en même temps que prendre forme sensible la volonté générale. Je parle de substitution et de projection en pensant au mot fameux de Tocqueville. Dans les sociétés démocratiques, écrit-il, l'imagination des hommes se resserre quand ils songent à eux-mêmes, mais elle s'étend indéfiniment quand ils pensent à l'État. Il arrive de là que les mêmes hommes qui vivent petitement dans d'étroites demeures visent toujours au gigantesque quand il s'agit des monuments publics. C'est-à-dire que l'histoire de la démocratie est aussi celle d'une économie projective de la volonté. La volonté que l'on ne peut pas accomplir soi-même, on la projette, et c'était beaucoup plus le cas, c'est la comparaison qu'il faisait, beaucoup plus le cas en France qu'en Amérique, on la projette dans un grand État. Alors qu'en Amérique, elle pouvait être davantage projetée dans l'activité de la société civile. Et seul un pouvoir exécutif incarné était à même de satisfaire ces demandes de substitution et de projection. Et ces demandes de substitution et de projection de la volonté vont trouver leur place en France avec la figure de Napoléon. C'est lui qui va s'imposer comme le grand prêtre du culte de la volonté. Dès la fin 1796, on pouvait ainsi lire dans le Courrier de l'armée d'Italie, rédigé sous sa surveillance directe, « Bonaparte vole comme l'éclair et frappe comme la foudre. Il est partout et il voit tout. Il sait qu'il est des hommes dont le pouvoir n'a d'autre borne que leur volonté. »
Et Chateaubriand le caractérisera d'ailleurs plus tard dans ses mémoires comme étant un être impatient de volonté, tandis que Balzac en parlera de son côté comme, je cite, une des plus violentes volontés connues dans les annales des dominations humaines. Et qu'il fera dire à l'un de ses personnages, il s'agit de Canalis, dans Autre étude de femme, c'était un homme qui pouvait tout parce qu'il voulait tout, un phénomène prodigieux de volonté. Il est d'ailleurs significatif que ce soit l'empereur qu'on ait naturellement, si je puis dire, attribué l'adage « impossible n'est pas français ». Et c'est à ce titre du ressort inépuisable de force vitale qu'il propulsait que Victor Hugo le qualifiera d'homme ineffaçable. C'est de là que procède, me semble-t-il, la fascination que n'a cessé d'exercer en son siècle ce professeur d'énergie, y compris chez certains de ses adversaires les plus décidés. Je pense là à Madame de Staël, qui était un des adversaires les plus décidés du régime, mais en même temps qui n'a cessé de souligner cette dimension d'énergie et de volonté. À partir de la Restauration, on le sait, en réaction à cela, les libéraux se feront au contraire les apôtres d'une politique refroidie, invitant à ce qu'elle donne congé à la volonté et invitant parallèlement à considérer que la liberté des modernes est appelée à se déployer essentiellement dans le champ des activités privées et à abandonner cette idée d'un élargissement du champ des possibles dans l'ordre politique. Mais le fait est qu'ils échoueront à réaliser ce transfert. Restera en effet permanente une certaine demande d'expression concrète de la volonté en politique. Des personnages l'incarneront parfois. Dans le cas français, on a souvent présenté De Gaulle comme étant un exemple significatif de cette présence possible d'un accroissement de la volonté en politique. Et c'est ce que soulignera bien Paul Claudel dans l'Ode au général de Gaulle qu'il publiera en septembre 1944. Il y met significativement en scène un dialogue entre le général et la France, dialogue qui se conclut par ces mots. La France dit « Ils m'ont assez demandé mon corps, et toi maintenant, demande-moi mon âme. » Et le général répond « Femme, tais-toi, et ne demande pas autre chose que ce que je suis capable de t'apporter. Et que m'apportes-tu donc, ô mon fils, demande la France, et le général, levant les bras, répond « La volonté. » Mais ce sont aussi certains types de politiques volontaristes qui entendront répondre à cette demande, avec le lancement de grands travaux, par exemple, qui donneront corps de façon visible par tous à cette exigence de voir produits les effets transformateurs de la volonté. Et les régimes totalitaires seront même particulièrement attentifs à exalter sur ce mode l'efficacité supérieure de leur volonté. Mais les régimes démocratiques ne seront pas en reste sur ce point. L'importance irréductible du pouvoir exécutif et l'autonomie de son champ procèdent de cette demande de volonté qui ne peut être satisfaite par les seules voies habituelles, législatives, représentatives, de la volonté générale. Le gouvernement apparaît pour les citoyens comme le pôle nécessaire d'activation de cette volonté, d'où les frustrations qui découlent de l'écoute des discours qui mettent l'accent sur les contraintes et semblent renoncer à la possibilité de voir étendu le champ des possibles. Mais d'où aussi, parallèlement, le succès des promesses d'élargissement de ce champ, fussent-elles démagogiques et dépourvues de perspectives effectivement praticables. Si la démocratie et la modernité sont inséparables d'une affirmation opératoire du rôle de la volonté, c'est donc aussi à une redéfinition de celle-ci qu'il faut s'atteler pour repenser le pouvoir exécutif.
le pouvoir exécutif ne naît pas simplement d'une sorte de limitation de la volonté générale au regard de la demande moderne de volonté. Il naît aussi d'un certain nombre d'asymétries du pouvoir en démocratie. Outre les données de l'économie de la volonté, la consistance propre du pouvoir exécutif procède en effet de l'existence d'un ensemble d'asymétries du pouvoir. On peut en distinguer trois catégories principales: les asymétries de position, les asymétries structurelles et les asymétries fonctionnelles. Et chacune d'entre elles appelle la force d'un pouvoir exécutif. Les asymétries de position ou asymétries de distinction sont celles qui sont ordinairement analysées dans les théories sociologiques classiques de la domination, disons les théories weberiennes. Elles peuvent relever de différences de qualité ou de capacité qui sont plus ou moins formalisées, comme c'est le cas dans la conception aristocratique du gouvernement représentatif, par exemple. Et Rousseau lui-même a considéré comme naturelle cette distinction dans l'ordre du gouvernement, alors qu'il a refusé évidemment dans l'ordre de la souveraineté. Rousseau écrit dans le Contrat social: « C'est l'ordre le meilleur et le plus naturel que les plus sages gouvernent la multitude, c'est-à-dire le peuple social réel et non pas le peuple corps civique. C'est l'ordre le meilleur et le plus naturel quand on est sûr qu'ils la gouverneront pour son profit et non pour le leur. » Vision qui était justifiée pour Jean-Jacques par le fait que cette multitude, le peuple social donc opposé au peuple corps civique, est aveugle et souvent, je le cite, ne sait pas ce qu'elle veut parce qu'elle sait rarement ce qui lui est bon. Ces asymétries de position peuvent aussi avoir une dimension mécanique et procéder d'un processus de bureaucratisation. Processus de bureaucratisation qui va de pair avec un mécanisme de confiscation du pouvoir. Et c'est sur ce mode que se forme par exemple classiquement une classe politique qui constitue le pouvoir en une instance de direction de la société de plus en plus coupée de cette société. Dans les deux cas, le pouvoir exécutif sera alors compris comme l'instance pratique de la domination des gouvernés. C'est donc la symétrie des gouvernants et des gouvernés fondée sur ces asymétries qui définit le pouvoir exécutif. Mais il y a aussi des asymétries structurelles. En démocratie, c'est le peuple, directement ou plus souvent par l'intermédiaire de ses représentants, qui est l'auteur des lois auxquelles il se trouve devoir obéir. Le peuple soumis aux lois doit en être l'auteur. C'est ce qu'a souligné Rousseau dans une formule fameuse. Mais est-ce à dire si le peuple soumis aux lois d'en être l'auteur, est-ce à dire que la démocratie revient à s'obéir à soi-même? Ou plus précisément, peut-on se gouverner soi-même? Se gouverner étant bien sûr entendu là au sens politique du terme, et non pas au sens restreint de gestion de sa propre conduite, car il est bien évident que chacun peut se gouverner, entendu au sens de gestion de sa propre conduite, mais entendu au sens politique. Peut-on se gouverner soi-même? Cette question peut être appréhendée de deux façons, dans une perspective sociologique ou dans une perspective institutionnelle. En termes sociologiques, la question de l'autogouvernement du peuple, que je prendrai soin dans le cours de bien distinguer de l'idée d'autogestion, la question de l'autogouvernement du peuple se heurte au fait de l'écart qui sépare le peuple qui fait les lois et le peuple qui doit leur obéir. Le peuple qui fait les lois est en effet le peuple corps civique, qui est un en son essence, même s'il n'est constitué que par la fiction du pouvoir majoritaire. Tandis que le second, le peuple social, il est caractérisé par la diversité de ses conditions et sa déclinaison pratique en comportement individuel. Le peuple social est le pluriel de comportements individuels. Alors que le peuple corps civique
est l'expression de la volonté générale. Et c'est un point sur lequel Rousseau avait fortement mis l'accent dans un passage souvent mal interprété du livre 3 du Contrat social, consacré justement à la question du gouvernement. On connaît les derniers mots du chapitre 4 de ce livre 3 consacré au gouvernement du Contrat social. Chapitre 4 qui a pour titre la démocratie. Rousseau dit « S'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. » Ces formules ont souvent été mal interprétées. Elles ont été prises comme une déclaration en quelque sorte fataliste de Rousseau, disant qu'il était impossible de réaliser la démocratie. Mais elles ne veulent pas dire que Rousseau avouait in fine son scepticisme vis-à-vis de la possibilité d'une émancipation politique et d'une construction autonome du monde humain. Il voulait seulement, j'attire votre attention, souligner par ces mots que la généralité de la loi serait menacée si le législateur avait la latitude de la modifier au moment de l'exécuter. En l'exécutant, il quitterait en effet de fait ses habits de généralité, les habits de généralité du corps civique, pour n'être plus qu'un corps social gestionnaire de la particularité, susceptible donc d'être tenté de privilégier des intérêts spécifiques. Tandis que les dieux, eux, ne sont pas menacés par une telle dualité, parce qu'ils persévèrent toujours dans leur être essentiel. Alors que cette possibilité de persévérer dans son être essentiel dénonciateur de la volonté générale serait mise en danger dans la transformation en agent exécutif. C'est pourquoi Rousseau appelait à séparer la souveraineté là qui est la souveraineté du peuple, irrécusable, et le gouvernement qui devait être à ses yeux exercé par un homme ou un petit groupe d'hommes. Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'il avait une préférence en soi pour l'idée aristocratique ou l'idée monarchique, mais s'il pense que le gouvernement doit être aristocratique et monarchique, c'est à partir d'une réflexion sur la corruption. C'est qu'il pense que la corruption d'un petit corps est moins susceptible d'être développée que la corruption d'un grand corps. Et pour lui, c'est la souveraineté, en fait, qui devait être démocratique. Tandis que le pouvoir de l'exécutif, parce qu'il était à ses yeux fortement subordonné, n'avait pas d'utilité à elle. Il règle ainsi la question en secondarisant l'exécutif et en le plaçant à l'extérieur de l'impératif démocratique. Donc, il y a chez lui explicitement une sortie de l'impératif démocratique de la question du gouvernement et donc du pouvoir exécutif. Et même si l'on ne reprend pas ce raisonnement de Rousseau, subsiste le fait de l'écart entre peuple social et peuple corps civique. Le gouvernement, dans ce cadre, n'est pas seulement le pouvoir exécutant les lois, avec la relative, je développerai longuement cette question-là la semaine prochaine, avec la relative passivité que cette notion impliquait pour les esprits du XVIIIe siècle. Il doit aussi être l'interface actif, gestionnaire de la symétrie structurelle entre les deux peuples. Le gouvernement, en d'autres termes, est l'interface gestionnaire de la distance entre le peuple corps civique et le peuple corps social. Car ces actions s'adressent et visent à modeler le peuple corps social, alors que sa légitimité procède du peuple corps civique. Et on ne peut pas se gouverner politiquement soi-même, car il y a deux espèces de soi qui ne coïncident pas. Le moi du citoyen, c'est-à-dire la généralité qui est en moi, et le moi de l'individu, marqué par ma particularité. Et vous savez que dans un passage célèbre de l'Émile,
Rousseau en a conclu à l'impossibilité de faire coïncider les deux figures du citoyen et de l'individu. Et c'est pour cela que, de ce point de vue, l'individu que l'on est doit toujours être gouverné. Il y a toujours pour cela une extériorité de fait entre le pouvoir et les individus, entre le pouvoir de la généralité et les situations de particularité. La perspective institutionnelle prolonge donc là le constat sociologique pour établir la nécessaire autonomie du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, il résulte en troisième lieu d'une asymétrie fonctionnelle. Alors que l'exercice de la délibération parlementaire implique structurellement l'existence d'un collectif, il n'y a pas de délibération sans collectif, on ne délibère pas avec soi-même, celui de la décision doit au contraire être concentré. Le pouvoir exécutif, indifféremment même de ses conditions de validation, est toujours en son essence un. Et nous discuterons plus loin les problèmes posés par les formes collégiales du pouvoir exécutif dans l'histoire, en termes de responsabilité notamment. Le pouvoir exécutif est toujours un, alors que la société est toujours multiple. Et c'est ce qui constitue, de ce fait même, le pouvoir exécutif en pôle d'initiative ou en force de commandement. Le multiple est toujours fonctionnellement le sujet de l'un. Et l'un n'en est donc pas que la forme idéalisée ou achevée. Le pouvoir exécutif, nécessité par ces trois types d'asymétrie, est aussi un pouvoir différent de tous les autres, car il est constitué par sa temporalité. Tout pouvoir est défini par un statut, ou est défini par une fonction. Le statut définit les conditions de formation, la composition, les conditions de fonctionnement d'un pouvoir. Et la fonction précise l'objet, le champ d'action avec ses bornes. Statut et fonction sont constituants de ce qui forme une institution ou une autorité. Et c'est à partir de tels critères que l'on peut adéquatement caractériser le pouvoir législatif ou l'autorité judiciaire, en analysant ces deux variables de statut et de fonction. Mais le pouvoir exécutif ne peut pas, lui, être vraiment décrit de cette façon. Son mode de formation, les conditions d'exercice de sa responsabilité, les règles d'articulation avec les autres pouvoirs et le principe de sa fonction sont certes clairement établis par les textes constitutionnels, mais la vie et la consistance effective de ce pouvoir dépendent d'autres facteurs plus difficiles à formaliser. Ils sont une fonction du temps et de l'activité pratique. Le pouvoir exécutif est d'abord pratiquement déterminé par son activité et pas seulement par sa fonction. Cette activité est directement indexée sur des décisions réfléchies, mais cette activité est aussi dépendante des événements auxquels le pouvoir exécutif doit faire face, des situations de crise qu'il doit affronter. Il est de ce point de vue fortement constitué par des déterminations extérieures. Concentrant toutes les demandes sociales, il s'inscrit en outre dans une dynamique permanente d'expansion. Et il illustre bien aussi, par ailleurs, ce qu'enseigne la sociologie des organisations, à savoir la propension d'un pouvoir à se dilater sur la base des marges d'indétermination dont il est susceptible de se saisir. Le pouvoir est construit par l'imprécision des règles ou par l'imprécision de l'articulation à des institutions. Et le pouvoir exécutif est celui qui remplit toutes ces imprécisions, toutes ces indéterminations, toutes ces marges. Et c'est de cette façon pratique que le pouvoir exécutif est devenu dans les faits le premier des pouvoirs, accroissant même de façon continue son rôle d'initiative dans la proposition des lois, ces lois prenant d'ailleurs de plus en plus l'aspect de décision, d'où leur prolifération, j'y reviendrai longuement bien sûr.
Et d'autre part, le pouvoir exécutif n'existe pas de façon intemporelle. Il est d'abord, plus que tous les autres, inscrit dans une conjoncture, lié à des moments qui en conditionnent les conditions d'exercice. Et Rousseau a été l'un des rares auteurs à souligner cette dimension, en estimant que les problèmes posés par le pouvoir exécutif étaient liés à son régime de temporalité désaccordé de celui du législatif. Il note ainsi dans le contrat social: le mal vient de la permanence de l'exécutif et de l'intermittence du législatif. Il décrivait là directement, bien sûr, la situation des monarchies de son temps, à un moment où la durée des sessions parlementaires était très réduite, que ce soit en Angleterre, pour ne pas parler des États généraux en France. Et Rousseau appelait simultanément de ses vœux une activité plus continue du législatif et un changement régulier de l'exécutif, à modifier ce rapport de temporalité. Un corps qui agit toujours ne peut pas rendre compte de chaque acte, disait-il, il ne rend plus compte que des principaux, bientôt il vient à bout de n'en rendre aucun. Et je crois que cette analyse des régimes de temporalité et de la reddition de comptes que Rousseau a repéré dans ses lettres écrites de la montagne est quelque chose de façon fondamentale, car c'était reconnaître de façon pionnière que la nature des institutions est déterminée par cette variable d'exercice qu'est le temps. Et le pouvoir exécutif est bien structurellement un produit du temps, un composé sédimentaire constitué par son histoire avec la réception de ses décisions. C'est une histoire fondamentalement interactive des rapports à la société. On voit bien dans ce cas comment c'est le temps des décisions, des épreuves, des succès, des échecs, qui construit le pouvoir. Et pour le dire autrement, le pouvoir exécutif s'identifie à des politiques et à des modes situés de relation avec la société. Il est une expérience, une pratique, avant d'être une institution. Cette histoire du pouvoir exécutif, il faudra la mener, et bien sûr, j'y passerai plusieurs séances, analyser les conditions de sa dégradation, les conditions dans lesquelles ce pouvoir exécutif, faute d'être démocratiquement pensé, ne s'est manifesté que sous des espèces critiques, que sous des espèces qu'on pourrait dire aussi à nouveau pathologiques. Ce sera le cas de la démocratie plébiscitaire, qui exalte la légitimité de l'autorisation et qui se présente comme le régime qui incarne la volonté, sans mettre en cause, justement, sans plutôt honorer cette dimension d'exercice. Ce sera aussi dans les démocraties la valorisation, et provoquant parfois le retournement, la valorisation des circonstances exceptionnelles qui cristallisent la dimension temporelle de l'exécutif. C'est aussi la négation radicale, en quelque sorte, de cet exécutif politique sous les espèces de la mise en forme de pouvoirs technocratiques. Et ces différentes modalités sont proches de certaines des pathologies de la démocratie que j'ai déjà analysées, et donc je proposerai pour cela un nouveau cadre. Ce cours, il se dirige donc vers l'énonciation d'une théorie démocratique du gouvernement, d'une théorie démocratique du pouvoir exécutif, en dialogue à distance, vous le verrez, avec les anciennes philosophies médiévales du bon gouvernement que j'essaierai d'analyser et dont j'essaierai d'appréhender à la fois la portée et l'immense écart qui nous sépare d'elle. Cette théorie démocratique du pouvoir exécutif, elle ne peut avoir pour horizon l'autogouvernement. C'est un point clé que je construirai longuement. Elle doit prendre acte de la séparation structurelle entre gouvernés et gouvernants si elle veut définir leur mode démocratique de relation. Ne pas considérer la distinction gouverné et gouvernant, c'est manquer la possibilité de définir leur mode de relation, c'est essentiel. Ce travail s'orientera vers une approche de la qualité démocratique, qualité qualifiant un mode d'interaction entre gouverné et gouvernant,
et qui nous amènera là à distinguer gouvernement interactif et démocratie participative. Ce sera aussi une autre façon de reprendre de façon beaucoup plus élargie la question que certains ont intellectuellement, que ce soit en histoire ou en philosophie politique, remis à l'ordre du jour à partir de la question du chef en démocratie. Mais cette question du chef en démocratie n'est qu'un petit volet d'une réflexion beaucoup plus large sur le pouvoir exécutif. Et c'est donc à cette recherche, à la fois un chemin historique et un chemin théorique vers la redéfinition démocratique du pouvoir exécutif, que je vais vous convier dans les séances prochaines de ce cours. Je vous remercie.